Le système judiciaire a décidé ta mort. Pas de recours, ni de seconde chance. Chaque jour devient un compte à rebours. Mais ce n'est pas l'exécution qui te brise, c'est tout ce qui vient avant. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous allons découvrir ce que l'on ressent vraiment, en vivant et en mourant dans le couloir de la mort, jour 1. Tu as déjà été en prison quelques mois dans ta vingtaine, mais apprendre que l'État veut te tuer, c'est tout autre chose. Tu as une femme et 2 enfants qui t'attendent à la maison. Ils sont trop jeunes pour comprendre ce que signifie la mort. Quand leur mère leur a dit que papa partait, elle voulait vraiment dire qu'il ne reviendrait pas. Cette pensée t'a accompagné pendant la réception et l'orientation, plus lourde que les chaînes autour de tes poignets. Ce n'est plus une prison ordinaire. La sécurité est bien plus stricte. On est menotté et entravé. Ils t'avaient mis à l'arrière d'un fourgon aux vitres teintées, avec 2 agents armés à tes côtés. Cette fois-ci, c'est comme si tu étais un very important person. Aucun autre détenu en vue. Tu n'avais aucun effet personnel à enregistrer. Pourquoi en aurais-tu besoin ? Ce n'est pas comme si tu allais les récupérer à ta sortie, c'est ce qui ne cesse de tourner dans ta tête. C'est pour toujours. La procédure était la même. La fouille à nu, les empreintes digitales, la photo et on t'a remis ton uniforme. Combinaison blanche avec un département de correction, inscrit en gros noir dans le dos. Numéro détenu, 18009. 115 088. Vous êtes maintenant l'un des près de 2000 détenus dans le couloir de la mort aux États-Unis. Ce chiffre change bien sûr. Les États-Unis exécutent chaque année 20 à 30 détenus, majoritairement des hommes, avec seulement 47 femmes dans le couloir de la mort. Cette fois-ci, il n'y a aucune question sur le fait que rien ne vous empêche de purger votre peine. En général, le couloir de la mort n'est pas propice à la socialisation, étant verrouillé 23 heures par jour. Le responsable de l'orientation a dit que vous étiez chanceux. Dans ce couloir de la mort, et les détenus dignes de confiance peuvent travailler. Le médecin de la prison demande comment va votre santé mentale, sachant qu'on vous a annoncé qu'à l'avenir, vous serez tué. Vous lui dites que vous vous sentez bien, aussi bien que possible dans ces circonstances, vu la situation. Vous pensez consulter souvent des psychiatres désormais. Vous avez lu des articles sur le syndrome du couloir de la mort, des types qui deviennent fous, délirants, psychotiques, tout ce temps passé seul à attendre de mourir. Ce ne sera pas simple. Une escorte armée vous mène au bloc du couloir de la mort. C'est de plus en plus silencieux, à mesure que vous avancez. Le couloir de la mort n'est ni chaotique ni bruyant comme la population générale, et cela saute aux yeux dès que vous êtes devant votre cellule. Une atmosphère de misère et de tourment. C'est vraiment la fin du chemin, premier mois. À un moment donné, on vous proposera ce qui doit être le pire menu du monde, la chaise électrique. Ou monsieur préfère-t-il le peloton d'exécution ? Il y a beaucoup d'humour morbide dans le couloir de la mort, et c'est la seule façon d'affronter la mort imminente. Il faut aussi reconnaître la générosité de votre état, avec 3 options. Vous pensez que vous allez choisir la chambre à gaz. Griller sur la chaise électrique, ça paraît vraiment cruel. Quant à la mort par peloton d'exécution, même si ça paraît rapide sur le papier, on ne veut vraiment pas d'une balle dans le cœur. Trop brutal, mais c'est bien d'avoir le choix. La prison est un peu embarrassée. L'État est à court de produits pour l'injection létale, c'est pour ça qu'ils ont proposé l'option du gaz. Tu as annoncé ta décision à ta femme au téléphone, et elle a éclaté en sanglots. Elle a sûrement lu sur la chambre à gaz au cyanure, comme celle des nazis. 7 États américains proposant cette option, mais elle n'a pas été utilisée depuis longtemps. Ton État est devenu le 8e. Le premier mois a été calme. Personne ne traîne ici à jouer aux cartes. Il n'y a même pas beaucoup de cris venant des cellules. Les prisonniers du couloir de la mort sont une catégorie de détenus très calme, rien à voir avec les prisonniers ordinaires. L'activité principale est la vérification horaire des gardiens pour s'assurer de votre présence. Les meurtriers, les cambrioleurs violents, les tueurs d'enfants, et votre voisin, un tueur en série. Voilà quelque chose que vous n'auriez jamais voulu dire. La cellule est spartiate, mais au moins la porte a des barreaux, pas une plaque d'acier. Ça la rend moins oppressante. La pièce contient un lit en béton avec un matelas mince, des toilettes en acier, un lavabo près de la porte et une étagère vide. Sauf une photo de toi et de ta famille, prise avant que tu ne commettes la pire erreur de ta vie. C'est chez toi, le dernier endroit que tu connaîtras, sauf les cellules de la mort, avant le grand jour. Si tu n'as pas de commutation, ton avocate se battra bec et ongles pour toi. Tu savais qu'un prisonnier reste en moyenne 20 ans dans le couloir de la mort. Certains ont attendu bien plus de 30 ans. C'est long d'attendre un rendez-vous aussi longtemps. C'est aussi coûteux. Selon l'État, cela va de 15 millions à 3 millions de dollars par an. Le Texas, c'est différent. Un détenu y a été exécuté après 8 mois. Mais si vous restez ici, 20 ans, cela coûtera 60 millions de dollars à l'État.
Honnêtement, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Chaque matin, les lumières tamisées de votre cellule s'allument à 4h30 et le petit déjeuner arrive à 5h. Un détenu la porte sur un chariot et il le passe par une fente. Dans les barreaux, il fait toujours froid, la même bouillie, œufs en poudre, vomi, gruau, une tranche de pain blanc bon marché et une pomme. Avec un peu de chance, le jus d'orange a un goût de batterie. Le déjeuner est servi entre 10h30 et 11h. C'est souvent un sandwich à la viande douteuse, dernier repas vers 16h. Tout est bon marché et mauvais, mais il y a une cantine. C'est comme ça que tu as eu ta télé et ta radio. Le contenu est nul. Tout est approuvé par la prison, beaucoup de baseball et de religion. Heureusement, il y a la bibliothèque de la prison. Sans lecture, tu serais déjà fou. Mais tu n'as pas de temps de promenade. Non, pas avec les autres détenus. Les gardiens t'emmènent menotté et tu fais les 100 pas dans un enclos comme une bête en cage. C'est sous un abri et derrière un mur, donc tu ne peux pas vraiment voir le ciel ni sentir le vent. C'est une grande perte quand on te l'enlève. Avec un peu de chance, ils te laisseront bientôt travailler. Mais ça veut dire rencontrer tes voisins en face à face. Et ici, c'est le couloir de la mort. Certains de ces types ont été condamnés pour une cruauté extrême. La semaine dernière, au 6e mois, on t'a proposé un oxy. Tu as vu trop de gens mourir à cause de ça. Mais après des mois d'isolement et le stress d'une date de mort imminente, tu as été tenté. Tu t'es demandé comment la drogue arrivait dans le couloir de la mort. Puis tu as découvert la réponse. C'est pareil que dans une prison normale. Des agents corrompus, des colis envoyés à l'intérieur ou des passes pendant les visites. Le gars qui apportait la nourriture te l'a proposé. 130 $ sur un compte en prison, c'est beaucoup pour un comprimé. Mais c'est ainsi en prison, a dit le gars. Ils se vendent à 50 dans la rue. La drogue circule même dans le couloir de la mort. Il n'y a pas longtemps, 4 gars ont été exécutés en Alabama. Et les tests toxicologiques ont montré qu'ils prenaient tous de la drogue. Weed, méthamphétamine, produits de synthèse, héroïne. Mais la douleur s'arrête. Tu supposes que ta femme est venue. Elle s'est sentie différente, mal à l'aise. Tu as gardé beaucoup de choses pour toi. Elle a amené les enfants. Mais tu lui as dit d'attendre qu'ils soient assez grands pour comprendre l'absence de leur père. Et de passer à autre chose. Elle dit qu'elle le fera, mais pas tout de suite. Tu ne peux pas rester ici à avoir l'impression de ruiner aussi sa vie. Elle a cette idée folle. Tu recevras une commutation. Mais même si c'est le cas, ce sera la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Tu as tué un homme qui, comme toi, avait une femme et 2 enfants lors d'une bagarre alcoolisée. C'est lui qui a frappé le premier. Tu as riposté. Il est tombé violemment sur le trottoir. Tu ne voulais pas le tuer. Tu te dis que c'était de la légitime défense, mais au fond de toi, tu sais qu'il n'y a aucune excuse. Tu as traumatisé une femme et 2 enfants de 12 et 14 ans. Elle a dit qu'elle pourrait vouloir participer à un programme de justice réparatrice, appelé Dialogue Victime-Agresseur. Dialogue Victime-Agresseur. Tu redoutes cette possibilité, la honte, mais c'est le minimum qu'elle mérite. Ça t'aidera aussi à intégrer le programme de travail. La première année, Poélé, la pluie sur ton visage te manque, mais surtout de regarder les étoiles. La seule nature du couloir de la mort, ce sont cafards, araignées, parfois un rat. Tu n'arrives pas à cesser de te torturer. Repense aux fois où tu as campé avec ta femme, ou bu dans une cantina au Mexique sous une tempête tropicale, ces souvenirs font mal. C'est le paradoxe du couloir de la mort pour tous les détenus. Tout le bien qui t'est arrivé, tout l'amour que tu as reçu ou ressenti devient une torture. Ici tu te demandes s'il n'aurait pas mieux valu ne jamais avoir aimé du tout. La nature reprend en chagrin ce qu'elle donne en bonheur. Oui, tout le monde devient philosophe. Dans le couloir de la mort, une part de toi pense toujours « Vas-y, tue-moi ». Ensuite, tu envisages la non-existence. Pour l'instant, c'est abstrait, mais tu sens que ce sera concret dans quelques années. Au moins, tu as eu une corvée. Aux États-Unis, les couloirs de la mort n'offrent pas de travail, certains détenus étant très violents. Un prisonnier du couloir de la mort a été battu à mort, en Californie en 2024. Il y a aussi eu le tueur en série Jeffrey Dahmer, battu à mort, avec une barre de fer dans les années 90, dans la salle de sport de la prison, en même temps qu'un autre détenu. Il n'y a pas de salle de sport ici, et franchement, tu n'as pas envie que ces types te surveillent avec des barres de fer. Ton travail consiste à la blanchisserie, à fourrer des draps dans les machines, et à les plier pendant 6 heures par jour. Ça ne paraît pas grand-chose, mais le soulagement de sortir de ta cellule donne l'impression de se détendre sur une plage à la Barbade. Tu as déjà eu 2 partenaires pour plier, dont le tueur en série dans la cellule voisine. De toi, un vieux qui a tué sa femme, sa belle-mère et d'autres femmes. Il se vante de recevoir des demandes en mariage de correspondantes. Quand des femmes aiment des tueurs, on parle d'hybristophilie. Tu essaies de ne pas lui parler, même s'il est clairement sous l'emprise de médicaments puissants. Il est brisé, mauvais, jusqu'à la moelle. Tim a tué sa femme lors d'une crise psychotique, due à une forte consommation de méthamphétamine.
Il avait l'air vraiment traumatisé par ça, il disait qu'un ange avec qui il communiquait lui avait ordonné de le faire. Sinon, il brûlerait en enfer. Mais tu parles rarement de ce genre de choses avec lui. Il est un grand fan de boxe. L'âge d'or des poids lourds, passer la journée à débattre de qui est le meilleur. Un sondage montre que 58% des Américains s'opposent à l'exécution de prisonniers gravement atteints mentalement. 28% disaient pas qu'on devrait. Ils changeraient sûrement d'avis s'ils rencontraient une team. Ces derniers temps, il semble que beaucoup d'Américains changent d'avis sur la peine de mort. 80% y étaient favorables en 1990, mais aujourd'hui seulement 53%. Tu l'as toujours soutenu. Qui sait pourquoi? Année 5. Parfois, un mandat d'exécution est signé pour un détenu, et l'atmosphère devient morose. Il fait sa dernière marche, dit adieu, et c'est fini. Un homme en moins, on change la cellule, puis on passe à la suivante. C'est comme un jeu télévisé, sauf qu'à la fin, quelqu'un disparaît à jamais. Il y a 10 mois, Tim a été retrouvé mort dans sa cellule. La dernière fois que tu lui as parlé, il riait. Il soutenait qu'un Mike Tyson au sommet aurait battu Lennox Lewis, puis il est parti. Le syndrome du couloir de la mort. Certains craquent, mais ce n'est pas toujours visible. Quand tu leur parlais, il te manquait déjà. Il a commis un crime horrible, mais certains récits sur son enfance t'ont donné des frissons. La majorité des détenus ici ont subi des maltraitances. À Rome, ta femme t'a envoyé un livre sur les tueurs en série. Selon une étude du Federal Bureau of Investigation, 45% des tueurs en série ont subi des violences physiques et 74% des abus psychologiques dans leur enfance. Comme Tim qui aurait dû être boxeur, pas un tueur accro à la méthamphétamine. Bon, une bonne nouvelle, quelque chose que tu n'entends pas souvent. Ton état a relevé la somme que les condamnés peuvent dépenser pour leur dernier repas dans le couloir de la mort. C'est maintenant, $100, ce qui est mieux que presque tous les autres états. C'est moins de la moitié de ce montant en Floride, encore moins en Oklahoma et au Texas, peut-être le pire état où être dans le couloir de la mort. Tu ne peux même pas choisir ton collègue. Phil a incendié une maison avec une famille dedans. Parce qu'il l'a fait. Il parle sans arrêt du dernier repas. Il semble excité. Certains ici pourraient avoir des difficultés d'apprentissage. Il paraît préférer les nuggets de poulet gratuits à la sauce barbecue plutôt que de penser à mourir. Tu as tenté d'expliquer à ta femme ton choix de l'essence, mais cela la bouleverse toujours. Lors de la visite suivante, elle est revenue avec une feuille imprimée de statistiques erronées. Gazage 54%, ce qui est élevé, a-t-elle dit. Dans les années 60, les gars restaient là à souffrir pendant 20 minutes en train de s'étouffer. Citation d'un médecin de l'école de médecine Johns Hopkins. La personne ressent clairement douleur et anxiété extrême. La sensation est similaire à la douleur ressentie par une personne lors d'une crise cardiaque. Vous avez demandé, préférez-vous mourir d'une crise cardiaque ou attendre dans le noir qu'on vous tire dessus? Ou s'asseoir sur une chaise et griller sous un fort courant électrique pouvant brûler une partie du corps? Sa réaction était compréhensible. Le seul aspect positif des 5 dernières années a été la séance de dialogue entre la victime et l'agresseur. Face à la femme et au fils de l'homme que tu as tué, tu étais prêt à répondre si elle demandait « Pourquoi as-tu fait ça ?» Mais elle ne l'a pas fait. Elle savait déjà et voulait juste voir de près l'homme qui a détruit sa famille. Ce n'était pas du tout ce à quoi tu t'attendais, dit-elle. Elle t'a pardonné. Tu t'étais préparé à la colère et aux larmes, et tu as eu du calme et de la compréhension. Le fils te lançait des regards de haine, ce que tu espérais, mais finalement, même lui a écouté. Tu lui as dit à quel point tu étais désolé, que tu avais fait une terrible erreur et que tu comprendrais parfaitement s'il voulait ta mort. Ils ne soutiennent pas la peine de mort, mais ils seront là quand tu mourras. Je suis désolé, as-tu répété lorsqu'ils sont partis? Je le suis vraiment. Ils t'ont tous lancé un regard, comme pour dire « Tu n'as pas seulement détruit nos vies, tu as aussi détruit la tienne. On dit qu'avoir un enfant fait de toi un homme. Peut-être que c'est vrai, mais regarder dans les yeux de la personne dont tu as tué l'être cher te vieillit de 50 ans de plus. » Année 10. Tu as vu quelques hommes faire cette dernière marche devant les cellules, en direction du fourgon qui les emmène à la chambre de la mort. C'est le plus dur au couloir de la mort. Le bruit des menottes, les pas, et savoir que tu ne reverras plus jamais cet homme. Le dernier, 29 ans après 10 ans ici, avait terminé son temps. Ton dossier a été retardé car le tribunal a jugé que ta représentation était inadéquate. Tu appréciais ton ancien avocat commis d'office, mais tes nouveaux disent que ta peine pourrait être commuée. La perpétuité sans libération conditionnelle n'est pas idéale, mais préférable au néant. Tes enfants t'ont rendu visite la semaine dernière. Ta femme est déjà passée à autre chose avec quelqu'un, même sans demander le divorce. C'est son choix, et c'est toi qui es arrivé là. Ce sont les enfants pour qui tu te sens mal, ils se font harceler à l'école. Récemment, ton appel est encore apparu dans les tabloïds. Honte aux tueurs, en gros titre. Tu cherchais à fuir ta peine en évoquant la perte d'emploi.
2 enfants et la dépression comme circonstances atténuantes. Un ami de la victime a dénoncé une insulte honteuse à sa mémoire de la part d'un homme lâche refusant la justice. Comment expliques-tu cela à des adolescents? C'est plus que cela. Une partie de toi est pourrie. Elle l'a toujours été. Et tu ne peux pas leur dire ça parce qu'une partie de toi est dans leur acide désoxyribonucléique. Une condamnation à mort fait de toi une célébrité sombre. Des journalistes frappent à la porte de ta femme, se rendent à la prison, tandis que militants et citoyens t'envoient des lettres. C'est peut-être pour ça que tu n'as jamais touché à la drogue après toutes ces années. Tu ne voulais pas décevoir les gens. Dans le couloir de la mort, tant d'idées étranges te traversent l'esprit. Le temps paraît illusoire. Tu espères parfois n'être qu'un cerveau dans une boîte. Tu n'as jamais été religieux, mais dernièrement tu te surprends à penser à l'au-delà, à te demander s'il y a peut-être une autre chance quelque part, une autre occasion de bien faire les choses. Le plus dur, c'est de savoir qu'il faudra un jour dire au revoir à tes enfants. Par la loi, tu peux choisir tes témoins pour ta mort. Il n'est pas question que tu demandes à tes enfants d'être là, mais tu veux que ta femme regarde à travers cette vitre. Tu ne peux mourir sans sentir son amour proche. La salle comptera aussi des témoins de l'État, certains espérant sûrement ta mort sans jamais t'avoir connu. C'est dur d'être détesté par des inconnus. Ce genre de pensée ne te dérangeait pas il y a 10 ans. Mais chaque année qui passe, c'est plus difficile ici. Tic-tac, tic-tac. C'est comme se préparer pour le pire rendez-vous de ta vie chaque jour, année 20. Le gouverneur vient de signer ton arrêt de mort. Il y a encore des pétitions qui circulent et tes avocats déposent dès lors des requêtes pour un sursis. Quelques hommes ont obtenu un sursis de la cour d'appel fédérale quelques minutes avant leur exécution. Mais seulement pour mourir quelques mois plus tard. De toute façon, si tu es honnête, tu ne veux pas vraiment de quelques jours ou mois de plus, c'est juste plus d'attente et de faux semblants. Il y a de l'espoir. Combien de lettres d'adieu peux-tu écrire avant que cela ne devienne vide de sens? Combien de dernières visites en larmes peux-tu avoir avant que elles te paraissent pas ridicules? C'est une torture pour tous. Tu as ôté la vie d'un homme et mérites une punition. Pourtant, cette exécution ritualisée avec formulaire, témoins et signatures me paraît injuste. Un homme doit répondre de ses crimes. Mais œil pour œil paraît archaïque. Dans le couloir de la mort, on pense souvent au passé. Où tout a-t-il dérapé? Qu'est-ce qui t'a fait devenir la personne que tu es devenue? Tout le monde ici est le produit d'une vie qui a mal tourné très tôt. Tu les observes souvent, essayant d'imaginer quand ils étaient des enfants heureux, en quête d'affection. Quand tu repenses à qui tu étais, quand tu as commencé sur cette voie, c'est comme regarder la vie de quelqu'un d'autre à travers un verre dépoli. Ton enfance était un brouillard de violence, de chaos, de parents indifférents et de quartiers semblables à des champs de bataille. On dirait que tu n'as jamais eu de cap, comme si tu avais grandi dans le brouillard. Un jour, tu te retrouves au-dessus d'un cadavre, le sang coulant dans une bouche d'égout. Tu as lu la jurisprudence, étudié les recours contre la peine de mort, les décisions de la Cour suprême et les rapports de la scène de crime. Si la victime est un enfant ou une femme torturée, tu ne ressens plus de compassion pour l'homme sur la chaise ou dans la chambre à gaz. Certains condamnés ont commis des actes ignobles, mais les exécutés semblent tout de même barbares. Beaucoup d'hommes ici auraient dû être internés avant leur crime. Soudain, plus de responsables du département de l'administration pénitentiaire viennent vérifier votre état et demander si vous dormez bien. Si vous souhaitez un aumônier, on vous remet des formulaires pour crémation ou enterrement. Qui aura les cendres? Désirez-vous un dernier repas? Qu'en est-il de vos biens matériels? Et encore une fois, êtes-vous sûr que tout va bien? C'est difficile de décrire à quel point c'est incroyablement étrange quand les gens qui s'apprêtent à vous tuer sont aussi attentionnés et gentils. D'accord, les choses sérieuses. Pour leur dernier repas, la plupart des gars choisissent de la malbouffe. John Wayne Gacy a commandé une douzaine de crevettes frites, un seau de KFC et des frites, ainsi qu'une livre de fraises et du coca. Un autre homme, un boucher du Mississippi, a tué un gars en 96, l'a donné à manger à des alligators et a blessé la petite amie de la victime dans le processus. Pour son dernier repas, il a commandé plus de 30 000 calories, 2 grandes pizzas de Pizza Hut, 10 blocs de parmesan, des frites au fromage nacho, des milkshakes et bien plus encore. Dieu bénisse l'Amérique. Vous avez commandé des côtelettes d'agneau, pommes de terre rôties, couscous et salade grecque avec sauce menthe et jus de vin rouge. Commencez par un pâté de foie de canard et des coquilles en Saint-Jacques poêlées. Terminez par un fondant au chocolat. Pourquoi pas? C'est moins cher qu'une montagne de cochonneries. Et ils ont dit que vous pouviez choisir n'importe quoi s'il y a un restaurant à proximité qui peut le préparer, bien sûr. Une partie du public sera furieuse, mais ils ont déjà payé environ 60 millions de dollars d'impôts. Donc 100 de plus ne les ruinera pas. Il reste peu de temps avant qu'ils vous emmènent en fourgon à la chambre de la mort, toute proche. Le travail a été suspendu pour vous permettre d'écrire des lettres et recevoir vos dernières visites.
Ton dernier collègue à la blanchisserie, un jeune de 21 ans, avait tué ses 2 parents riches. Il a dit qu'ils avaient maltraité son frère et lui. Instruit, il lit des livres complexes, te parle du bouddhisme et d'Alan Watts, veut étudier ici, mais quoi exactement? La connaissance ne doit-elle pas t'apporter quelque chose? C'est ce qui arrive avant la date d'exécution. Tout paraît vain, comme si lire, collectionner ou suivre l'actualité n'avait plus aucun intérêt. Tout cela semble futile, pourtant futile c'est mieux que rien. Lors du dernier service, il te demande « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Tu réponds comme toujours « Tu ne sais pas, tu as peur !» Ce sera peut-être raté, mais au moins tu ne mourras pas seul. Ta femme te regardera à travers la vitre pendant que tu fermeras les yeux pour la dernière fois. Lors de la dernière visite, elle a dit n'avoir jamais trouvé un autre homme, mais t'a laissé croire le contraire pour éviter que tu te sentes coupable. Elle a dit qu'elle allait bien, seule. Il est difficile d'expliquer combien il est important que quelqu'un voie en toi plus qu'un meurtrier. Il te reste 18 jours à vivre, dont 3 dans la maison de la mort. L'atmosphère est encore sombre, mais cette fois c'est toi qui pars après une semaine mouvementée. Un tueur en série, 3 cellules plus loin, a un cancer du poumon stade 4, drame dans le couloir de la mort. Il a maintenant 2 rendez-vous concurrents avec la mort, mais ils feront tout pour le garder en vie. La mort. Aucun insecte, cafard, araignée, rat, ni télé. Mais les gardiens en ont approché une pour que tu regardes à travers les barreaux. Chaque matin, tu es déshabillé, enchaîné, menotté, et tu prends une douche sous la surveillance d'une gardienne. C'est une première humiliation, surtout si tard. Une infirmière apporte tes médicaments, vérifie que tu les prends. Tu vas bien. Tension artérielle, pouls. On vérifie ton poids 2 fois par jour. Ils ne veulent pas que tu t'évanouisses et que tu gâches le grand événement. Le directeur, le psychologue et le médecin te répètent sans cesse « Comment tu te sens ? Ça va ?» Responsable, politicien, médias, comme un animal exotique à l'exposition universelle, personne n'apprécie. Les agents, le directeur, le personnel, tu le vois sur leur visage. Ils n'aiment pas regarder quelqu'un prêt à mourir. Le dernier jour arrive. Contrôle de sécurité matinaux, petit déjeuner habituel, puis 1 heure avec le conseiller spirituel, amateur de ta théorie sur l'univers et l'éternel retour. Il te tient la main et t'annonce que des gens manifestent devant la prison. Il ne parle pas de Dieu, il dit juste qu'il sera là avec toi au moment venu et te promet l'absence de douleur. Comment le sait-il? Sa poigne se resserre. Il répète « Je serai à tes côtés jusqu'au bout. Tu t'es permis de pleurer. Je ne veux pas mourir. » Tu l'admets pour la première fois depuis ta condamnation. Une larme coule sur ta joue. Tu ne peux pas agir ainsi devant ta famille. C'est la dernière personne que tu pourras toucher, la dernière chaleur que tu sentiras. Un inconnu, oui, mais c'est agréable. Tes adieux sont déjà partis par lettre. Mais il te reste un dernier appel. Tu redoutes ce jour depuis des décennies. Pas de larmes, pas d'éclat. Tu te dis que tu les aimes et que tu les aimeras pour toujours. Tu prononces qu'un ces mots, le combiné lourd dans tes mains. « Au revoir, papa !» dit ton plus jeune fils devenu homme. Tu comprends maintenant pourquoi on parle de cœur brisé. Le tien vient de l'être. 15 heures, nouvelle fouille à nu, douche, puis combinaison bleu clair. 16 heures, dîner. L'agneau semble délicieux, mais tu n'as pas d'appétit. 18h30. Le directeur arrive avec 2 agents. Il est temps d'entrer dans la salle. Il y a un brancard au milieu d'une chambre vitrée scellée. Le personnel médical et pénitentiaire commence à vous attacher et à connecter votre corps au moniteur. Le directeur attend près du téléphone mural dehors. Un sursis in extremis. Vous ne vous êtes jamais permis cet espoir, et ce n'est pas maintenant que cela va changer. Derrière une vitre transparente, votre seul témoin choisi arrive dans la pièce. Votre femme. Suivez la femme de la victime, ses enfants, ses proches et 3 policiers en uniforme. Puis arrive le conseiller spirituel et le personnel médical. D'autres sont journalistes, fonctionnaires d'État ou citoyens respectables chargés de vérifier le travail de l'État. Vous essayez de ne pas regarder la fenêtre. Pas encore. Ils ferment la porte et vérifient un des joints. Vous êtes terrifié, vous ne rêverez plus, ne penserez, désirerez, n'aurez besoin, ni ne rirez ou pleurerez. Le directeur dit via haut-parleur. Faites votre dernière déclaration. Vous regardez alors la fenêtre. J'aime ma femme et mes enfants. Je regrette le mal fait à ma victime et sa famille, et espère votre pardon. Il s'appelait Robert. Sa femme acquiesce, semblant dire « Je vous crois ». Vous ressentez honte et espoir. Espoir grâce aux bonnes personnes. Honte de les avoir blessés, monsieur le directeur. Nous sommes prêts, dit un technicien. Que Dieu ait pitié de votre âme. Le bourreau actionnera un levier, faisant tomber du cyanure dans l'acide sulfurique. Cela produira un gaz de cyanure d'hydrogène qui vous tuera. On vous a dit de respirer profondément pour perdre connaissance plus rapidement, mais vous ne le faites pas.
Vous essayez de tenir bon, les yeux fixés au plafond, alors que vos yeux et vos poumons commencent à brûler. La douleur, puis un éclair. Votre femme accouche, la douleur de la vie, le cycle complet, vous suffoquez. C'est la fin. L'amour, la peur, l'acceptation, le calme, le noir. La peine de mort met fin à tout d'un coup. Mais la prison à vie fait revivre ce moment chaque jour. Découvrez ce que signifie vraiment une peine de prison à vie, du premier jour à la 40e année, et comment le temps devient une punition. Ou cliquez sur la vidéo